Avant, j'avais une entreprise à Paris. Tous mes amis, ma famille étaient à Paris. Et quand je suis arrivée ici, je ne connaissais personne. Donc ça a été la recherche d'un contact. Et j'ai eu la chance d'avoir la femme de l'entrepreneur Laguerre qui m'a ouvert les portes. Et ça a été l'élément déclencheur. Et je me suis attachée à jardiner parce que j'avais un enfant qui était petit. Donc ça, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le village parce que je venais faire mes courses et donc je parlais aux gens, bien que beaucoup à l'époque parlaient catalan. Et moi, je respectais parce que je disais, mais c'est leur langue, donc c'est normal. Mais quand je leur parlais, ils parlaient français. Donc c'était vraiment très bien. Et puis après, moi, j'ai travaillé. Et quand j'ai pris ma retraite, alors là, j'ai été vraiment très active dans des associations pour justement aider les gens qui arrivaient, pour qu'ils connaissent vraiment le bonheur que j'ai eu d'être accueillie. J'aime bien La Fontaine parce qu'à l'époque, tous les 14 juillet se fêtaient devant La Fontaine et on prenait l'eau de La Fontaine pour mettre dans le pastis. Donc cette fontaine me rappelle beaucoup de choses, mon arrivée ici et découvrir ça. Évidemment, ça à Paris, on ne l'a pas. Mais bon, j'ai trouvé autre chose, et puis très tournée vers les gens. Aider les gens aussi. Les gens d'un certain âge, les aider, j'aime beaucoup. Monsieur et Madame Doutre, ça a été vraiment les premières personnes, en dehors de cette Madame Laguerre dont je parlais, ça a été vraiment les personnes que j'ai rencontrées de suite. Alors lui a été beaucoup plus ouvert que sa femme, mais bon, j'ai découvert des gens de la campagne en fait. C'est quand même l'effort de soi-même vers le village, parce que c'est normal, les gens qui sont natifs de là se sentent un peu envahis. Alors ils aiment bien vendre leurs terres, mais en fait, ils ne voudraient pas que les gens y habitent. Alors c'est un peu complexe, mais c'est un peu comme ça. Mais après, non, moi j'ai découvert des gens charmants. Je pense que toujours on a une étiquette étrangère, mais quand même, je pense faire partie du village. C'est pas spécifique à ici, hein, parce que moi je suis native de la Vienne, et là-bas c'est pareil, hein, les gens qui arrivent sont regardés un petit peu de travers. Et on leur parle facilement dehors, comme ici d'ailleurs, mais pour entrer dans les maisons, c'est autre chose. C'est pas porte ouverte, c'est pas porte fermée non plus, mais c'est pas facile d'entrer chez les Catalans. Merci à vous de vous intéresser à notre village aussi et de le mettre en valeur. Vous savez, la boulangerie, moi je connais la boulangerie qui existait avant mon père ou mon grand-père, non. C'est à la maison que je vous dis qu'on met le pain dehors, ça je n'ai pas connu. Et je sais que mon grand-père m'avait dit, on mettait le pain là dehors et la fournée était prête à acheter. Moi, c'est l'autre boulangerie qui est en montant les escaliers. Là, j'ai fait mon apprentissage de boulangerie. Ah bah oui, avec lui, un monsieur qui est parti dans Doms après, mais il s'appelait Pétavie et il m'a appris à faire le pain.
on faisait le pain, on faisait que le pain, on ne faisait pas de plat cuisiné ni quoi que ce soit. On faisait que le pain. Intégralement, il y avait un maréchal Perrin, un monsieur qui faisait surtout les outils pour travailler la terre, pas pour faire les chevaux. Voilà, des outils pour ça. J'ai connu, mais c'était quand même, je devais avoir 10 ou 12 ans. Nous, à l'école, il y avait une vingtaine ou 30 gosses. Et si vous voulez, moi, malheureusement, j'ai subi dans la guerre en 1939, le 10 août 1939, ma sœur était baptisée dans l'église que vous avez vue. Mon père était habillé militaire et le jour même, il partait en Allemagne, il est revenu 5 ans après. Et à partir de ce moment-là, vous savez, on était un peu abandonné dans... Mon grand-père était vieux et fatigué, ma mère faisait qu'elle pouvait, et si vous voulez, on n'était pas un peu abandonné. Si j'avais habité dans une ville, sûrement, j'aurais venu la drogue et ce que vous voulez, tandis qu'à Homs, pour le moment, il y avait que quelques conneries qu'on faisait, les jeunes dans le village, c'est tout, quoi. Si vous voulez, que dans l'époque, il y a des personnes d'hommes qui étaient toujours plus ou moins intentionnées de vous faire marcher de travers. C'est-à-dire passer vers la ligne droite, comme qu'on vous a appris à faire. J'ai toujours respecté tout ça. C'était dur pour moi, parce que j'étais à l'école jusqu'à 14 ans, et mon père m'a dit, puisque tu veux rien foutre à l'école, et non, moi je n'ai rien à foutre de l'école, alors tu vas travailler à la vigne. Et j'ai travaillé à la vigne jusqu'à mon mariage. Et après j'avais fait avant boulanger, que ça n'a pas continué. J'étais à boulangerie, j'ai travaillé, alors qu'il n'existe plus, à Ouboulou, Pruja, Ouboulou. Voilà. Après, je me suis marié, et mon cousin Germain a ouvert une usine à Nevers. Et je veux vous dire, d'Homs partir à Nevers à moins 15 en hiver, ça change. Donc voilà. Et quand j'ai travaillé, donc, parce que j'ai travaillé un peu après mon mariage, j'ai travaillé à des gens qui connaissent encore peut-être ici, les poupées Bella à Perpignan, mais en tant que manœuvre. Et donc j'ai appris un peu à bouger le béton, à ramer tout ça. Et mon cousin Germain m'a dit, tu sais, en maçonnerie, bon, manœuvre, oui. Il m'a dit, voilà, une bétonneuse, un camion et des gars. Et j'ai acheté une vieille usine, on va la refaire pour des comptoirs réfrigérés. Et je suis parti de là. Et alors, c'est à partir de là que j'ai fait le tour de France, Lyon, Bordeaux, Nantes, et Paris et Homs. Il y avait des pommes, des pêches. Christian, sans doute, l'a connu. C'est un berger. On sautait les murs pour aller voler les pêches qu'il y avait. Et ça s'appelait les alivères. La famille Alibert était très importante dans le village. C'était un peu la bourgeoisie d'Homs, si vous voulez. Donc, toutes ces propriétés autour du village lui appartenaient à ces gens-là. Et donc, c'était un joli verger. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est Pierrot ou Dolores qui avait mis la main de mise sur le terrain pour construire la mairie. Qui n'a pas été une réussite parce que ce n'est pas tout à fait dans le cadre du village, mais ça c'est autre chose. Mais bon, après, voilà. C'est ça, c'est l'époque où j'ai bien connu, mais après, de mes copains, pratiquement, ils sont tous morts. J'ai plus personne ici que je pourrais faire, dire ça ou ça, tout le monde. Tous, Bassou, les Costes, tout ça, sont morts. Mon cousin, un jour, m'a dit, Jeannot, parce que mon nom c'est Jeannot, mais Jeannot, maintenant tu vas faire le Tour de France, mais tu vas atterrir à Paris. Mais j'étais fou, à Paris, jamais de la vie, jamais de la vie. Alors, ça s'appelait Robert, je pars à Homs, je m'en vais à Homs, voilà mes cartons, ma carriole, je charge et je m'en vais à Homs. Ma femme qui me dit, et qu'est-ce que tu vas faire à Homs? Qu'est-ce que tu vas manger? Il n'y a rien à bouffer à Homs, il n'y a rien. Et c'est ma femme qui m'a fait,
je suis monté à Paris. 30 ans à Paris, monsieur. Porte de Versailles. Et je peux vous dire que j'en ai bavé. Parce que mon matricule était 66. Les queues de poisson qui m'ont fait les Parisiens, je peux dire merci. Hein. Et donc, après, j'ai passé 34 et puis à la fin, j'ai eu une voiture dans la société 75. Là, ça allait mieux. Mais je peux vous dire non. Bon, en compte à Paris, j'avais un fils, il y a tout ce qu'il faut à Paris, ce qu'on n'a pas ici. Point de vue, tout ce qu'on veut, peinture, tout ce qu'on veut, dans ce qu'on peut faire sa vie, toutes les expositions, tout se fait à Paris. Donc mon fils avait pris une grosse partie de ça. Malheureusement, il est mort à 17 ans. Voilà. Et alors, à partir de là, ma vie a été bousculée et complètement. Et aujourd'hui, je tiens debout avec ma canne, mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai perdu ma femme aussi. En 96, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon fils. Ma soeur, qui était handicapée à l'EHPAD, a tué pendant des années qu'elle est là. Et je peux vous dire qu'il faut tenir le coup, il faut résister. Quelques amis, des gens qu'on parle, c'est sûr. J'aurais pu partir parce que j'ai vendu une propriété que j'avais héritée de mon père. J'étais parti pour partir sur Tir ou Serré. Mais c'est pas facile. C'est très difficile. Peut-être que j'ai eu tort. Après, ce que j'ai eu tort, je vais vous le dire, c'est que j'ai plus ou moins... J'aurais pu trouver quelqu'un vivre avec moi. Mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Pourquoi ça ne s'est pas fait, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. J'étais avec ma femme très, plus comme mari et femme. Mais après, pour me mettre avec quelqu'un d'autre, ça a été un peu difficile. Voilà. Mais j'ai eu tort, hein, parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu isolé et tout seul. J'ai un chien, mais il ne me parle pas. Il parle que quand il a faim. Voilà. C'est comme ça, vous savez. Le village, il se rénove, c'est bien. L'église, quand je suis rentré, impeccable. Ma vie, elle a été pleine. J'ai avancé dans le village comme tous les autres. Non, à refaire, je referai la même chose. Le lieu particulier, chez moi, ça c'est clair, au milieu de mes arbres. Je ne sortirai pas. J'ai été chasseur, je connais tout le paramètre du village, et même plus. Maintenant, ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis toujours pour la liberté, quoi, naturellement, être libre. Je suis un électron libre. Tous les êtres qui vivent au village, ils soient plus familiers, et plus, après, voilà, comment expliquer, non, Homs, c'est bien. Personnellement, je conçois le village un peu en dehors de la grosse agglomération, et dormir sans entendre des voitures, tout ça, c'est l'idéal. Et Homs, il y participe, hein. À part que nos rues sont pleines de voitures, ça c'est sûr. À part ça,
on est bien à Homs, quoi. J'aurais aimé qu'ils soient plus regroupés, ça c'est clair. Les maisons sont un peu plus regroupées, mais à part ça, c'est pas ma faute. Hein. Parce que les gens qui arrivent ici, personne ne se connaît. Enfin, moi, je connais personne. 60 ans que je suis ici, il y a des gens que je connais même pas. Non, moi, c'est triste, mais je vois le monde évoluer dans le mauvais sens. J'y peux rien, hein. C'est comme ça. Il y a que certaines personnes que non. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Pourtant, j'ai essayé d'évoluer. Hein. Je parle un peu catalan, je le dis bien. Mais bon, sempre endavant per uns, mais sense jo. Això segur. Quan vivim un any, canviarà pas la faça del món. Hi ha res a fer. suis arrivé, comme je te l'ai déjà dit une fois, je suis arrivé, j'avais 5 jours. 5 jours. Et depuis, bon, je suis parti pour des raisons professionnelles, mais sinon, je savais que de toute façon, le jour que je partais, et tout à l'heure, j'écoutais Jeannot, il disait « pas à Paris ». Et j'ai rigolé un peu parce que moi, j'ai eu exactement la même réaction. Un jour, dans ma carrière professionnelle, on m'a dit « Paris ». J'ai dit « Gary, vous le gardez, faites ce que vous voulez, mais moi, j'y vais pas ». Et j'ai changé complètement d'orientation pour ne pas aller à Paris. Voilà. Je ne m'en plains pas. Peut-être que, enfin, je ne sais pas. Mais bon, Paris, je l'ai connu après, épisodiquement, dans mon métier, mais c'était quelques jours, et vite revenir sur le Perpignan. Et j'ai toujours en tête, quand j'arrivais à Sals, là, qu'on voyait commencer à voir le canigou, on commençait à respirer et à retrouver. Bon, voilà. Quand je me suis marié, il y a 52 ans, et je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, on se marie, mais le jour de la retraite, on reviendra à Homs. De toute façon, et je vais à la chasse, je suis chasseur. Donc voilà. Et je continue la chasse, et je suis revenu à la retraite à Homs. Donc ça s'était inscrit, je ne sais pas si c'était dans les gènes, mais c'était comme ça. C'est d'autant plus important que je m'aperçois qu'il y a eu il y a des mutations dans le village qui sont très importantes. Hein. La désertification agricole, plus des gens qui sont partis pour chercher du travail, la désintégration des familles, parce qu'aussi il faut reconnaître qu'avant, les familles, il y avait 3 générations qui vivaient. Il y avait les grands-parents, les parents, les enfants. Les enfants essayaient de trouver quelque chose pas loin parce qu'ils avaient les parents là, parce qu'ils avaient les grands-parents pour garder les gamins. Maintenant, c'est fini tout ça. Hein. Donc on a assisté à un changement très important dans le village. Actuellement, dans le village, il reste une quinzaine de ce que j'appelle tout à fait amicalement des indigènes, quoi, hein, qui restent. Tout le reste, c'est des gens qui viennent chercher la tranquillité, qui viennent chercher le soleil, mais qui ne, pour certains oui, mais pour beaucoup ne participent pas. Ils habitent à Homs parce qu'il y a le soleil, la tranquillité, et ils n'habitent pas à Homs parce qu'ils sont attachés à Homs. Et ça, malheureusement, ça va être de pire en pire. Hein. Donc un beau jour,
bon, on sera un village où les gens viennent, arrivent à la retraite, vivent tranquillement et sereinement jusqu'à l'âge où on perd l'autonomie, où on essaye de se rapprocher de Perpignan et des hôpitaux. Hein. C'est pour ça qu'on a quand même des mutations, on a beaucoup de mutations foncières hein, sur le village. Ça s'est fait quelques années où on a fait un accueil des nouveaux arrivants, mais c'est vrai qu'on a occulté toute cette histoire de leur expliquer. Alors déjà, on leur explique que ça veut dire Homs, hein, d'où c'est bien l'origine de Jams, que le gentillet c'est Ulmien. Déjà, ça les étonne, donc on leur explique, mais on ne leur parle pas beaucoup effectivement de l'histoire et du village. C'est peut-être quelque chose à essayer de mettre en place. L'eau de la fontaine, je sais pas si enfin, on ne peut pas dire qu'elle est potable parce qu'on n'a pas de certitude scientifique. Mais tout ce que je sais, c'est que tous les gens qui en ont bu, et personne n'en est mort. Hein, personne n'est mort. C'était l'eau, la fontaine où les gens allaient chercher l'eau fraîche pour boire l'apéritif à midi. Et nous, gamins, on rentrait dans les tunnels qui à l'époque n'étaient pas fermés. On rentrait dans les tunnels. Donc on savait qu'ils y allaient vers 11h. Donc vers 10h30, on allait au fond du tunnel. On urinait gentiment dans l'eau qui coulait. Et donc c'était notre petit plaisir. Voilà, c'était notre petit plaisir pour les gens. Et ça non plus, c'est pas mortel parce que personne n'en est mort. J'ai vécu tout gamin ici, quoi. Hein. Les gamins, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas de choses. Hein. C'était les cabanes dans les bois, c'était la guerre. Les guerres qu'on se faisait entre bandes. Petites bandes, parce qu'on n'a jamais été très très nombreux comme gamins. Moi, j'ai connu des personnes âgées qui vivaient seules dans un dénuement, parfois un dénuement artificiel, parce que quand ils sont décédés, pour certains, on a trouvé même des sommes en argent importantes. Hein. Donc ils vivaient dans ce dénuement. Ils étaient d'une hygiène assez douteuse. Et le boulanger ne voulait pas qu'ils rentrent dans la boulangerie. Et donc je pense que cette pierre plate-là, qui était la pierre où le boulanger mettait le pain des gens qui ne payaient pas, l'origine devait être plutôt à chercher de ce côté-là que de côté de la générosité du boulanger pour les gens qui ne pouvaient pas payer. Il pouvait très bien donner le pain à quelqu'un, mais je pense parce qu'effectivement, il y avait quand même des vieux garçons en particulier qui étaient... Il y en avait un, c'était un horloger. En fait, il n'était pas plus horloger que moi, mais seulement, il était autodidacte. Il vivait là, à côté de la mairie. Et il se promenait toujours avec un sac en jute sur les épaules. Et à l'époque, il y avait quand je dis l'époque, ça remonte une trentaine d'années. Il y avait une ligne de bus qui faisait Lavassie de Perpignan, qui passait tous les jours. Une ligne de bus passait là. Et l'horloger, tous les matins, il attendait et il avait des commandes pour les réparations des montres, des horloges. Et il était totalement autodidacte. Et donc il réparait. Et quand il avait fini, le bus remenait donc, sur le haut de la ligne ou sur le bas de la ligne, ramenait les objets réparés. À l'époque, il fallait se débrouiller. Il y avait cette ligne qui passait, la ligne de bus qui passait, et les voitures. Moi, je me souviens, dans le village, il y avait 2 voitures. Hein. Donc ça ne remonte pas au Moyen-Âge. Hein. Il y avait 2 voitures dans le village. Hein. Il y avait 2 voitures. Les gens, ils allaient au marché à Serré, c'était surtout Serré, pour la Saint-Martin, ou pour vendre un peu leurs choses et récupérer ce qu'ils avaient besoin. Mais les gens vivaient, je ne dirais pas en autarcie, mais presque en autonomie. Quoi. Ils vivaient parce qu'en fait, ils avaient des vignes, ils avaient des fruitiers, ils avaient des basses-cours, ils avaient des chèvres, ils avaient des troupeaux. Donc, ils avaient besoin après des vêtements, des chaussures, ou des épices, des choses comme ça. Mais ils vivaient beaucoup en autonomie. Hein. Il y avait le docteur, on avait un docteur ici. On avait un docteur, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il est disparu. Hein. Il y avait les gens, et après les gens réparaient. Les gens, moi j'ai connu où il n'y avait pas de ramassage de poubelles. Et il n'y avait pas de poubelles à droite, à gauche. Tout était recyclé ou tout était acheté en vrac. Pas si longtemps, hein, les gens ils se débrouillaient. Je disais, moi, ma mère, elle est décédée il y a 2 ans,
j'ai jamais pu dire un mot de français à ma mère. C'est pas possible, ça sortait pas. C'était viscéral. On a toujours parlé catalan. Alors, c'est un catalan roussillonné, hein, c'est un catalan qui est chaud. Mais voilà. Et là, on essaye de maintenir un peu, parce qu'il y a des cours de catalan toutes les semaines pour les gens qui veulent apprendre, disons, au moins un catalan pratique, hein, pour pouvoir aller commander de l'autre côté de la frontière au restaurant sans être surpris par le plat qui arrive, quoi. Une chose comme ça, voilà. C'est le truc. On a gardé. Alors j'ai vu que maintenant on ne peut plus. Les conseils municipaux, ils n'ont plus le droit de parler en catalan. Mais moi j'ai connu le conseil municipal qui se faisait en catalan, ici. Il y a, pas quand j'y étais, hein, mais avant, le conseil municipal se faisait en catalan. Maintenant c'est interdit. Apparemment, j'ai vu que c'était interdit depuis quelques jours, là. Puisque la question avait été posée. Et apparemment c'est tranché et c'est interdit. Bon, après, de l'autre côté, ils essayent malgré tout de maintenir, de plus en plus difficilement d'ailleurs. De plus en plus difficilement. Voilà. On parle entre nous, oui, quand on chante, on parle encore au català. Veniu a Oms, sereu sempre ben rebuts, i per molts anys. Visquem així, tranquils, amb el sol i tranquil·litat. Moi, je suis né là, donc ça fait 76 ans. Et moi, je suis arrivée, j'avais 19 ans, 74. On s'est rencontrés dans un village un peu plus haut, là. Et voilà. À Cachas. Voilà. On a fait la fête ce jour-là, on a fait la fête à Trouillas, parce qu'il y avait un bal à l'ancienne. À l'ancienne, oui. Voilà. Et puis depuis, voilà, on est resté. Voilà. On n'a pas toujours été à Homs, mais voilà, à la retraite, on est là. On a fait comme Jeannot, hein. À un moment donné, il a fallu travailler, donc on est parti. La ferme était trop petite pour faire vivre 3 foyers, donc le plus jeune a dégagé. On est parti un certain temps en Algérie, petite coopération, puis sur le Mans. Et puis on avait quand même comme objectif de revenir ici à la retraite. Disons qu'il n'y a pas que l'objectif de toute la vie, c'est surtout que tout le temps, on est revenu. On était enseignants, on est venu toutes les vacances, hein. Enfin pas toutes, hein, 3 fois par an, quel que soit l'endroit où on a été, on est venu 3 fois par an, et tout l'été. Et donc voilà, il a eu un héritage, un vieux mas, un peu abandonné, qui pleuvait partout, et voilà, et on l'a réparé petit à petit. Et on continue un petit peu. Mais bon, il y en reste à faire. Hein. Il y a toujours des choses à faire. Le comité des fêtes, c'était des jeunes qui s'en occupaient. Et donc, voilà, on était là. Et donc, on a eu des soirées hyper mémorables, quoi. Il fallait monter l'estrade, c'était compliqué. Et puis, on décorait la place. Hein. On allait chercher du buis, ça prenait un temps certain. Voilà. Puis après, il fallait tout remettre en ordre. Et puis, il y avait les affiches. On faisait faire des affiches, la voiture, on allait les coller un peu partout. Et il y avait du monde qui venait. On récupérait de l'argent pour faire fonctionner le comité des fêtes et pour payer l'orchestre. Et le soir, après, il fallait démonter l'échafaudage. C'était le lendemain, ça. En général, c'était... On commençait le soir, parce qu'on bloquait des garages. On bloquait des portes de garage, donc il fallait enlever pour que le lendemain, ils puissent sortir le camion. Ça, c'était chez les Bassous. C'était fait. Et le lendemain, on venait tout nettoyer, tout était nickel. Et on terminait. On mangeait le reste dans une famille. Voilà. Souvent ici, cette petite maison. Il y avait aussi chez Jeannot. Ils sont partis de là, chez Jeannot Lagarde. Oui. Et une fois, on a fini chez nous, dans notre maison, là-haut.
Et je me rappelle que les jeunes, il me restait des escargots à la catalane. À 3h du matin, on mangeait des escargots à la catalane. Voilà. Ouais. Donc, c'était de bons souvenirs. Ouais. Comme on était là l'été, il y a eu aussi les fêtes qui se sont passées ici, avec les enfants qui dansaient, voilà, c'était super, quoi. Ouais, ouais. Puis gamin, il y avait les tués de cochons, ça aussi, c'était hippique, ça. Oh ben, il y avait la famille qui veillait à la maison où ils tuaient le cochon, soit inviter le copain du gamin ou un truc comme ça, donc on y était. On était en bande et c'était une ambiance de fête de famille souvent. Hein. Bon, le lendemain, on n'était pas tout à fait attentifs à l'école, mais bon. Et puis il y avait aussi le cochon qui se faisait au mas, en bas. Ah ben en bas, oui. Chez le frère, chez son frère à lui. Et donc c'est vrai que c'était toute la famille, voilà, le cochon se faisait là, devant nous. Donc il y avait tous les hommes qui faisaient leur travail. Les femmes, Josette, elle, c'était la reine de nettoyer Les boyaux. Les boyaux. Donc, voilà. Chacun avait son rôle. Hein. Chacun avait son rôle. Voilà. Et puis il y avait des parents qui venaient la veille ou l'avant-veille pour préparer. Il fallait faire la yoli, il fallait... à l'époque, il faisait plus froid, parce qu'ils tuaient les cochons en janvier et février, essentiellement. Et c'est une époque où il gelait souvent. Donc il fallait le matin que les hommes prennent des forces. Hein. Donc c'était casser la croûte avant d'attaquer, et puis voilà, quoi. Dès que le jour commençait à pointer, quoi. Aioli, jambon, saucisson de Nantes, qui était coriace. même quand c'était pas le tuer du cochon, au mas, donc, il faisait le matin, il y avait une sorte de petit déjeuner avec un plat à cuisiner. Le minimum, c'était l'omelette. Oui, c'était un repas Aux alentours de 9h à peu près, il y avait un repas chaud. Ça pouvait être un petit ragoût, il y avait de quoi manger. Hein. Et des fois, il fallait même peut-être le café à goûter. S'il y avait un petit gâteau, c'était pas si mal. Oui, le goûter, oui, aussi. Et puis, bon. C'était, voilà. Les journées étaient longues quand même. Hein. Donc les gens avaient besoin de récupérer. Même en hiver, il y avait de quoi s'occuper tôt le matin, tard le soir. Ça faisait des soirées qui étaient longues, puisqu'il n'y avait pas la télé quand j'étais gossin. Elle est venue plus tard. J'avais 14 ans à peu près. Les soirées sont devenues plus télé, avec déjà des habitudes. Interville ne pouvait pas se rater. Il y avait des trucs comme ça, des émissions. Le truc là, comment ça s'appelle déjà le soir là, que ta mère regardait tout le temps? Déchiffrer des lettres. Déchiffrer des lettres. Elle regardait ça longtemps, quoi. Âgée, elle était âgée, elle regardait ça, c'était calé, quoi. Elle arrêtait de travailler juste pour ça. Hein. Parce qu'à l'époque, il travaillait toute la journée. L'autre fois, je racontais l'histoire du cantonnier, on est passé devant sa maison, c'était un journalier, quoi. Il se louait un peu partout, et Christian a bien dit, c'était quelqu'un qui avait un langage qui était particulier à lui, c'était un mélange de catalan, de français, d'espagnol, et les mots étaient souvent déformés, et il comptait difficilement, mais il avait le sens des affaires. Et finalement, quand il est décédé, il a laissé, je ne sais pas qui c'est qui a hérité, hein, mais il a laissé pas mal d'argent à la Caisse d'Espagne. C'était les caisses d'épargne, mais pour lui, c'était la Caisse d'Espagne. Et je me rappelle qu'une fois, à Oumaz, on défonçait une vigne, pour faire une vigne. C'était une grosse charrue derrière un bulle. Et la veille, il avait vendu un terrain à Calmeil. Il avait le liquide dans la poche arrière de son pantalon. Et au bout du sillon, il servait c'était une charrue à bascule, donc il se pendait à chaque extrémité pour planter la charrue, puis hop, il enlevait les cailloux et tout, quand il était au bout, il recommençait, arrivé au bout, il avait perdu le portefeuille. Et les sous. Et dans le sillon qu'on venait de tracer, au fond, il y avait son portefeuille, qui était bien gonflé, je ne sais pas ce qu'il y avait, hein, avec une élastique autour. Il l'a remis dans sa poche, et hop, on a continué.
je sais pas, il avait le sens inné d'acheter le truc qu'il fallait acheter quand il fallait le revendre en tirant le maximum. Ben, il y avait tout qui était différent, hein. Il y avait le nord et sud. C'était une mercerie, tissu, tout ça, qui vendait aussi des t-shirts, des trucs, vêtements des de travail. vêtements de travail, un peu de tout, qui passaient dans les fermes. Là, chez son frère, donc, chez la grand-mère, le nord-sud, quand le nord-sud venait, ben, on allait et puis on achetait ce qu'il y avait besoin. Et il y avait toujours un peu d'avance. Les tabliers, par exemple, les tabliers de la Mémé, ils étaient achetés. Et puis, on en a retrouvé quelques-uns comme ça, parce que c'était en prévision. Il fallait toujours lui acheter quelque chose, dans tous les cas. Il passait de mas en mas et il faisait... Enfin, à Corbert, il passait de maison en maison. C'est-à-dire, il savait les clients qu'il avait. Donc, il s'arrêtait sur quelque part. Il stationnait quelque part. Et puis, il allait voir les clients qu'il avait. Et s'il y avait un nouveau client, ben, il allait voir le camion. C'est la maison que j'ai eue dans ma vie le plus longtemps, c'est la maison qui est ici sur Homs, dans ma vie. Parce que j'ai bougé aussi un peu, mais finalement, c'est cette résidence-là qui est celle dans laquelle j'ai le plus longtemps habité, quoi. Au départ, c'était une résidence secondaire et maintenant, j'y suis parce que je suis à la retraite. Donc, je suis à domicile bientôt depuis 7 ans. Effectivement, c'est le bon temps. Pour moi, c'est du bon temps, puisqu'avant, c'était les vacances. Donc, c'était du bon temps en famille ou avec les amis. Et maintenant, c'est le temps de la retraite où j'ai du temps pour moi, du temps pour faire des choses que j'ai jamais eu le temps de faire avant. Donc, effectivement, c'est agréable. Bon, on va pas revenir sur le climat, encore qu'aujourd'hui, avec la Tramont qui souffle, c'est pas toujours facile, hein. Le climat, il n'est pas toujours aussi calme, mais c'est une partie de ma vie où je ne passe que des bons moments. Alors, j'avais un petit peu exploré l'histoire du village. Il faut savoir qu'il y a quand même 2 livres qui sont sortis sur Homs qui expliquaient un petit peu l'historique de Homs avec des jolies photos et puis déjà la vie ancienne dans le village. Mais je trouve que ce projet est hyper intéressant parce que ça m'a permis de rencontrer des gens que je croisais dans la rue, bien sûr, mais que je ne connaissais pas plus que ça et qui ont effectivement des choses à raconter, qui prennent plaisir à raconter leur vie, tout ce qu'ils ont vécu dans Homs. Et puis, du coup, je les écoute et effectivement, ça me donne un éclairage plus profond et puis de permettre d'appréhender cette historique que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'est vrai que ce projet, pour ça, il m'a aussi apporté beaucoup. C'est de mieux connaître les gens qui y vivent et de mieux connaître l'histoire du village. Il y a au moins 100 personnes ou 150 personnes qui habitent Homs, qui se sentent bien à Homs, qui se sont habitués à ce mode de vie, qui ont apprécié ce mode de vie. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose. Alors qu'ils viennent d'horizons extrêmement différents les uns des autres. En particulier, par exemple, mon mari vient de Tunisie, un mode de vie différent, mais néanmoins, il a trouvé une terre d'accueil ici. Bon, c'est la Méditerranée, vous me direz. La Méditerranée, c'est un ensemble de pays qui ont quand même des liens communs, qui ont des racines communes. Donc, effectivement, c'est là qu'on se retrouve. Mais je veux dire, même des gens qui viennent du Grand Nord, des Suédois, des Néerlandais, ils ont trouvé une terre d'accueil. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose dans ce pays. Il y a quelque chose d'important, qui n'est peut-être pas facile à exprimer, mais je pense qu'il y a quelque chose. Le moment où les gens se rassemblent le plus, c'est quand même la fête du village. Oui, on organise des fêtes. Donc, le 14 juillet, la fête du village, c'est souvent au 15 août. On voit du monde quand même qui vient. Oui, c'est assez rassembleur. Après, les autres événements, après, il y a tout ce qui est avec la municipalité, les vœux du maire. Là, régulièrement, il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Après, est-ce qu'ils viennent pour le discours du maire ou bien est-ce qu'ils viennent pour le muscat de Rivesaltes ou le Banyuls? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Mais il y a du monde qui vient. Il y a un point de vue qui est magnifique. Je ne sais pas si vous êtes monté, vous avez tourné vers le Bosc d'Anguimaux, vous avez le point de vue sur le village, qui est superbe quand même, parce que c'est un village qui est quand même construit en rond, avec l'église au milieu, avec ses toits, avec ses vieilles pierres. Il y a quand même une très très belle photo du village de Homs à avoir, et je l'ai effectivement dans mon téléphone, et je montre d'où je viens.
Effectivement, je dis, je viens d'un village où il n'y a que 350 habitants, et puis, mais c'est vrai que c'est joli, c'est vraiment joli. C'est un beau coin, puis l'environnement aussi, on a un très bel